F16, les stades. La maladie, en fait, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours un moment difficile. Donc ce moment difficile, on n'a jamais envie de le vivre. Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de survivre par des méthodes de protection, et puis surtout au fil du temps, de la relation qu'on va tisser, de comment on va vivre cette maladie et comment on va pouvoir s'y habituer, finalement, de l'apprivoiser, eh bien on va passer par différents stades. Donc il y a les stades de Prochaska et di Clemente, qu'on verra dans un deuxième temps, mais la première approche la plus facile finalement pour le clinicien, c'est surtout les stades qui vont l'amener depuis un déni, c'est-à-dire le déni je ne suis pas malade, finalement je viens ici en prévention, jusqu'à un stade d'acceptation, j'accepte ma maladie, je me prends en charge dans cette maladie, en passant par un stade de révolte, finalement je ne suis pas malade, ce qu'il me raconte le docteur, c'est parce qu'il est nul, et surtout en évitant de passer vers une résignation. Je suis malade, il n'y a plus rien à faire, je règle mes dernières affaires, j'attends que ça passe. Donc c'est vraiment important. Alors en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le déni est extrêmement fréquent. Finalement, c'est beaucoup plus fréquent que l'acceptation, surtout au début de la maladie. Et donc, ça, l'élément clé, je crois qu'une des questions majeures pour essayer de diagnostiquer, alors chacun a sa méthode personnelle, hein, une des nôtres est simplement de poser la question, quelle est votre maladie principale? Qu'en pensez-vous? Ou finalement, voilà, mettons qu'un patient ait un diabète, pour vous, le diabète, c'est quoi? Que savez-vous du diabète, finalement? Ce sera toujours intéressant d'en discuter. Bien voir que le patient connaît bien, finalement, sa maladie. Simplement, il n'a pas envie de se sentir malade. Et puis, il va falloir à ce moment-là travailler non pas en brisant son déni, qui est un mode de protection, mais essayer de le faire sortir par petites touches, de le faire sortir par lui-même, finalement, de son déni, en lui montrant comme quoi une autre méthode de protection est la bonne prise en charge de sa maladie par son implication dans sa prise en charge lui-même. Et donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler avec le patient au fil du temps. L'important, c'est non pas, également de ne pas se dire qu'on doit reporter à la prochaine consultation tout ça, le temps que le patient évolue. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on ne va rien mettre en place. Donc j'aurais tendance à essayer de lui expliquer quelle est sa maladie principale, sans le brusquer, et en se donnant des deadlines. En se disant, pour la prochaine consultation, voilà de quoi on rediscutera, et l'important va être que vous mettiez bien en tête que votre maladie principale, pour l'instant, c'est celle-ci, parce que, etc. Donc c'est vraiment important d'essayer de le faire sortir progressivement, mais par lui-même, sans le forcer à faire. Deuxième élément, ça va être effectivement la période de révolte. Alors la période de révolte, c'est vraiment le patient qui se dit ce n'est pas possible que je sois malade, il y a une erreur, il y a un problème, etc. Et donc, en fait, à ce moment-là, le patient peut parfois être très violent, hein, avec les soignants, avec le corps médical, tout ça. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que finalement, ce qu'exprime le patient, c'est non pas une révolte vis-à-vis du médecin lui-même qu'il a en face de lui, c'est une façon de crier sa souffrance. Et donc, il ne faut pas le prendre pour nous, même si, foncièrement, au bout d'une minute de révolte, on a toujours tendance à le prendre pour nous. Hein. Ça, je crois que c'est un élément humain, donc il faut surtout essayer de temporiser. Dans cette révolte, le patient crie sa souffrance, crie son aide, finalement, quelque part, et il faut essayer de faire passer cette étape en évitant deux réactions qui sont souvent très contre-productives. La première, c'est crier plus fort que lui, évidemment, parce que sinon ça va finir avec une bataille générale, et chacun va monter de plus en plus, ça sera totalement inutile et contre-productif. La deuxième chose, à mon sens, ça va être l'argumentation trop poussée. Pourquoi? Parce que ce patient, en fait, est révolté non pas parce qu'il a l'impression que, mais parce qu'il souffre. Donc, quelque part, chaque argument va encore faire monter sa souffrance, va argumenter, notre argumentation finalement va déboucher sur une plus grande révolte du patient. Et donc, quelque part, moi j'aurais tendance plutôt à vous proposer d'écourter la discussion à ce moment-là, voire de proposer, si le patient a vraiment besoin, une aide spécifique, soit une psychothérapeute par exemple, soit un autre collègue, soit simplement de replanifier un rendez-vous, un peu à distance, quand le patient se sentira mieux, et puis toujours de finir en fixant une date pour un prochain rendez-vous, de façon à ce que le patient ne se sente pas rejeté, ben voilà, je lui ai dit ce que je pensais, et finalement il ne me recontacte plus, il ne veut plus me voir, ce qui ne pourrait qu'alimenter en fait la perte de contact entre le médecin et le patient. L'acceptation, c'est la situation idéale. C'est ce à quoi on veut arriver. C'est un patient qui a rebâti un projet de vie en y intégrant sa maladie.
Ça, c'est vraiment l'étape ultime. A contrario, la résignation, c'est un patient qui, écrasé par sa maladie, se dit que lui-même n'a aucun pouvoir dessus et qu'il attend la mort, finalement. C'est un patient qui n'a aucun projet. Et c'est pour ça, ce qui sera très important dans votre discussion avec le patient, ça va être d'essayer de déterminer quels sont ses projets. Si c'est un patient qui a des projets, c'est des éléments sur lesquels on pourra s'appuyer pour le faire changer et qui permettra de sortir de sa résignation. Alors, des fois, c'est bien caché. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à leur demander, mais avant la maladie, qu'est-ce que vous alliez faire? Quel était votre projet de vie? Quel était finalement ce que vous souhaitiez faire des années qui étaient devant vous? Et donc, en partant de ces éléments-là, essayer de voir ce qu'il a perdu, le patient, et lui redonner espoir, bien sûr quelque chose d'atteignable, quelque chose à court terme en tout cas, de façon à ce que le patient puisse progresser et sortir de cette résignation qui est probablement, en tout cas pour ceux qui voient régulièrement des patients, l'état du patient qui rend le plus difficile l'implication de celui-ci dans sa prise en charge. Pourquoi s'impliquerait-il dans la prise en charge d'une maladie qui, pour lui interdit tout projet de vie? Ça lui donne que de la survie et non pas de la vie. Alors l'objectif pour nous, c'est que les patients soient heureux, autonomes et qu'ils aient la vie qu'ils souhaitent, bien sûr, avec leur maladie. Alléluia, mes frères.